Donc on est avec Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, dans son bureau de l'Assemblée nationale. On a hésité à le faire dans ma cuisine, mais quand même ici, ça a du standing. Ta cuisine a du standing aussi, on m'a dit. Pas le même, tu vois. Ici, c'est pas le standing Ikea ou le roi Merlin, pour être plus exact. Tu la vois là à l'horloge là-bas? C'est une horloge Louis XVI, figure-toi. Fais-nous un petit tour de ton bureau là. C'est la seule chose que j'ai gardée d'ici, mais on m'a fait comprendre quand même qu'il serait pas vraiment bon ton que je l'enlève. Et tous les lundis matins, il y a quelqu'un qui vient la remonter. Ça, c'est un portrait de moi de Jules Vallès dans Libération. Ils avaient fait une série où ils demandaient à des gens un peu connus de faire des portraits. Et moi, j'ai choisi Vallès. Parce que Vallès, c'est pas seulement le communard et le rédacteur en chef du Cri du Peuple, mais il a surtout fait une trilogie qui est absolument extraordinaire. L'enfant, le bachelier et l'insurgé. Et franchement, je conseille à tout le monde de la lire. C'est aussi moi qui ai voulu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est là. Quand on veut changer un peu la déco d'un bureau comme ça, on est quand même obligé de regarder dans un catalogue. Donc j'ai essayé de trouver un peu qui était le plus proche de ce que je suis. Et puis après, j'ai mis surtout, c'est Jaurès. Et pour moi, Jaurès, c'est depuis maintenant les années 90, et c'est ma référence. Il associe à la fois la question de l'émancipation du prolétaire et la citoyenneté. Il y a un impensé chez Marx, c'est la citoyenneté, et chez Jaurès, il n'y a pas cet impensé. Comment on fait pour que l'individu et le collectif, ça ne soit pas contradictoire, mais pour que les deux s'épousent? Comment on fait pour que le réformisme, puisqu'il se réclame réformiste, révolutionnaire, ça soit le premier pas et l'horizon, et ça ne se contradise pas? Il y a toujours chez Jaurès une tentative d'aller au-delà des contradictions apparentes. Et l'idée que la République est inachevée. Ça fait 1 an que tu es président de la Commission des Finances. Et moi, ma question, finalement, est-ce que toi qui es un militant depuis des années, des décennies même, est-ce que occuper un poste comme ça dans une institution, ça a un intérêt ou ça sert à rien? Clairement, ça a un intérêt. Déjà, j'allais dire presque ça a un intérêt pour moi, c'est-à-dire en termes de formation militante. Ça t'amène à traiter absolument tous les sujets et d'avoir plus le temps de le faire. Donc moi, je trouve que tu accumules des connaissances sur la finance, sur l'économie et sur tous les sujets qui passent par la Commission des Finances. Mais toi, tu as une formation de comptable ou pas du tout? Comment on se met à être d'abord dans la Commission des Finances et ensuite en devenir président? Parce que la Commission des Finances, c'est tout sauf de la comptabilité au sens technique du terme, c'est de l'économie. Pas toi que je vais raconter que notre formation de militant, quand même un peu matinée de marxisme, ça nous arme quand même par rapport à tout ça. Et puis, deuxième sujet, ça t'apprend à gérer un collectif, y compris avec des adversaires politiques. Mais tu es aussi le président de toute la commission, de faire en sorte que la commission soit intéressante. Je suis toujours impressionné, c'est pendant les budgets, à l'automne. Ça dure 3 mois, quoi. Ouais. Et toi, tu es toujours dans la fosse aux lions, en bas, à la fois sur le budget de la sécurité sociale et sur le budget école, industrie et tout ça. Et c'est des semaines entières où tu parles pendant des heures et tu argumentes sur le moindre petit point, de moindre budget. Comment tu fais pour passer d'un sujet à un autre et être habile, à l'aise, un espèce de Pic de la Mirandole? Pic de la Mirandole, c'est le dernier homme dont on pense qu'il connaissait toutes les connaissances humaines sur Terre. On a l'impression que le gars qui est président de la Commission des Finances en bas pendant 2 mois, c'est le Pic de la Mirandole du budget, quoi. Ouais, malheureusement non. Mais comment je fais? J'ai une bonne mémoire déjà. Et puis, voilà, je bosse. J'ai plus de collaborateurs aussi, tu l'as noté. Donc ça me donne plus de moyens de bosser. Et puis je suis dedans, quoi. Tu es dans ton canard, tu as plein de réponses à plein de choses parce que tu es dedans, tu es dans les dos, c'est pareil. On sent que quand tu es en bas, c'est pas seulement pour que ça passe ou ça passe pas l'amendement, parce que ton influence, elle peut être limitée. Ouais. Mais en revanche, c'est le plaisir de débattre avec qui tu débats de la manière la plus agréable dans l'émission. Très franchement, moi j'aime bien débattre avec, par exemple, le maire ou Attal. Voilà, je trouve que c'est des gens, je suis pas d'accord avec eux. Le maire, toi, on a des... Mais je trouve qu'il le fait de manière à peu près honorable quand même par rapport à certains autres ministres, toi, qui vont utiliser des trucs plus politiciens. En plus, il a un gros avantage, il assume la politique de l'offre, politique de compétitivité. C'est mieux que Orwell, quoi. Tu vois, le double langage. Ouais, le double langage, au moins il l'a pas. J'ai listé des dossiers où ta présence comme président de la Commission des Finances a permis de faire basculer la balance d'un côté. Moi, celui qui m'intéresse le plus peut-être, mais c'est ce qui s'est passé sur les autoroutes, où il y avait un rapport qui avait été fait par l'Inspection Générale des Finances, qui était resté confidentiel, voire interdit de le diffuser. Il y avait eu une bribe dans le Canard enchaîné, et tu t'es dit, hop, je vais aller chercher ce rapport et le rendre encore plus public. Moi, j'ai le droit d'avoir absolument tous les documents qui ont un lien avec l'économie et la finance. Certains documents, je ne peux pas les révéler en entier quand ils sont classés ou quand c'est des impôts de particuliers, mais ça me donne cet appui-là. Donc, quand j'ai vu ça dans le Canard, je me suis dit, on va aller vérifier si c'est vrai. Donc, j'ai demandé ce rapport, c'était vrai.
Donc on te l'a envoyé ou tu allais le regarder? Non, là, celui-là, on me l'a envoyé. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher, mais on me l'a envoyé en entier. Un, j'ai fait un communiqué, etc. Et puis deux, j'ai fait une audition avec Bruno Le Maire, qui est venu. Puis bon, ça a permis d'avancer le sujet, montrer à quel point les contrats avaient été léonins contre l'État, en faveur des concessionnaires. D'ailleurs, c'est si vrai que je sais que, je ne sais pas si c'est un sujet, mais je sais que ça, chez Vinci, ça a toussé quand même, toi. Bon, voilà, ça c'est un sujet. Alors ça, c'est un sujet très visible. Mais il y en a d'autres. Le député Philippe Brun, que tu connais bien, socialiste, il est ce qu'on appelle un rapporteur spécial. Un rapporteur spécial, tu en as une quarantaine qui s'occupent de missions. Lui, en tant que rapporteur spécial, il avait le droit d'aller chercher un document, tu sais, au moment des négociations sur EDF, l'idée de nationalisation, et il voulait savoir si, en gros, il y avait encore des risques ou pas d'éclatement d'EDF derrière ça. C'est-à-dire le plan Hercule, voilà. Une remise à jour du plan Hercule. Hercule qui serait appelé Héraclès, pourquoi pas, enfin tu vois le truc. Et puis très clairement, il est tombé sur un rapport où c'était pas exclu, quoi. Et là, il y a eu un petit hiatus, savoir est-ce qu'il pouvait le rendre public dans son rapport à lui. Et là, moi, j'ai dit oui. Bon, donc là, c'est aussi des choses où tu interviens. C'est pas toujours facile de trouver l'équilibre entre avoir le droit de révéler certaines choses. On a un devoir de confidentialité. Là, j'estimais que j'avais travaillé avec mes administrateurs, ils pouvaient le faire. J'ai un autre dossier là, top secret là sur la syndicaliste avec le film La syndicaliste. Chez Areva. Voilà. Donc j'ai l'étude. Disons, cette étude n'existait pas. Finalement, elle existe. Je me donne aussi la possibilité, un de ces quatre, de plonger un peu dedans pour la défricher. Je pense qu'il y a peut-être des choses intéressantes aussi. Mais t'as pas quelqu'un pour l'éplucher pour toi et... Celui-là, théoriquement, il y a 5 personnes qui l'ont lu en tout et pour tout, dont moi. Enfin, moi, j'ai pas eu encore le temps. Donc là, celui-là, toi, je respecte quand même ce qu'on me demande de faire. Toi, je suis pas, contrairement à ce que disent certains de la majorité, je suis pas sans règles. Après, je verrai comment je peux en tirer quelque chose. Bon, voilà, ça, c'est des éléments. J'essaie de les utiliser à bon escient. Dans la commission des finances, tu as permis qu'il y ait un rapport évasion fiscale qui a été donné à l'une de nos collègues, Charlotte Leduc. Avant, ça n'existait pas, ce rapport-là. Non, en fait, les rapports que tu as, c'est des rapports normalement par mission budgétaire. Je me disais, tiens, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un rapport transversal sur la question de l'évasion fiscale qui permettrait chaque année de faire le point. Et donc voilà, je l'ai proposé, je l'ai initié, et c'est Charlotte qui s'en occupe, et je suis sûr que ça va porter ses fruits. Finalement, c'est une espèce d'angle mort, l'évasion fiscale, qui était, bien que normalement ça devrait être au cœur du problème, compte tenu des sommes qui sont en jeu, que toi, par ton rôle dans l'institution, tu contribues à éclairer et en plus à rendre légitime le fait de le traiter. Et pas seulement par la gauche, mais aussi par la totalité de la commission. Là, on est dans le combat sur les retraites. Ça a commencé par l'audition du président du Conseil d'orientation des retraites, M. Lebras, qui est venu dire finalement il n'y a pas un si gros problème que ça. Et c'est toi qui l'avais initié, cette audition. Ouais, alors ça m'était venu parce que je me suis dit, bon... C'était marrant, c'était le 19 janvier, c'était la deuxième grande journée, je crois, de mobilisation. Il n'y avait personne, du coup, dans la commission. En tout cas, il n'y avait pas les élus de gauche, on était tous en manif. Ouais, vous étiez tous en manif. Mais je m'étais dit, ça vaut le coup quand même, parce que je suis sûr qu'il y a un filon à tirer. J'avais lu déjà des choses un peu qui étaient un peu contradictoires avec ce que nous disait le gouvernement. Et il est venu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, en tout cas, du côté de la majorité, je pense qu'ils n'y ont pas vu malice dans la manière, justement, de dire des choses. Pas de faire dire des choses, de dire des choses. Et c'est clair que le fait qu'il explique qu'il n'y avait pas un problème, que, en gros, dans 10 ans, les retraites n'allaient pas coûter plus cher en pourcentage de PIB, donc ce n'était pas un problème du coût des retraites, y compris malgré le vieillissement de la population, mais que la question, c'était les recettes. Bon, c'est exactement ce que nous on dit. C'est-à-dire, la question, c'est comment on va chercher l'argent qui manque en allant le chercher du côté du partage des richesses. Et lui, voilà, il a donné les éléments objectifs. Donc ça n'a pas fait du bruit le jour même, on rappelle, parce qu'on parlait, c'est normal, du succès de la manifestation, c'était une des grosses marches, mais peu à peu, ça a dilué, puis jusqu'à ce que Borne ne soit pas très satisfaite, je crois, du travail. J'ai prévu d'auditionner d'ici mi-juillet Pisani-Ferry, sur l'histoire de la taxation sur les super-profits, je trouve ça intéressant. Je vais auditionner les gens de l'IPP qui viennent de faire l'Institut des politiques publiques, qui viennent de faire une étude qui montre que les milliardaires en France, en gros, payent 2% d'impôts sur le revenu et qu'ils transfèrent sur leur revenu professionnel leur fortune. Et donc, du coup, c'est l'histoire de Arnaud, etc. Ils arrivent à payer bien moins d'impôts que, par exemple, les 10% les plus riches. Et puis après, je te dis pas, bon... Des sujets qui sont déjà dans le débat public, ça permet de leur donner un éclairage institutionnel. Absolument. Et de leur faire gagner en légitimité. Voilà, absolument. C'est un peu ça l'objectif. C'est suivi en plus. Les commissions, mine de rien, en vidéo, c'est suivi. Finalement, ça participe d'une bataille idéologique absolument. Ou d'un climat intellectuel qu'on met. Absolument. Alors d'un autre côté, j'ai aussi fait en sorte, parce qu'il y a... je suis président de toute la commission, donc je veux aussi que tout le monde puisse, à un moment donné, puisse
Tu veux qu'il y ait du débat, tu veux qu'il y ait du débat et que ça soit pas monologue. Voilà, c'est ça. Je veux pas qu'on puisse dire en fait en réalité il a pris, c'est lui qui organise l'ordre du jour, donc il fait passer tout ce qu'il veut. Je veux simplement que les gens qu'on entendait un peu moins ces dernières années puissent avoir accès. Et par ailleurs, j'ai demandé à tous les commissaires spéciaux, je leur ai donné carte blanche, ils peuvent inviter qui ils veulent. Alors toujours dans la bataille des retraites, il y a eu tout un enjeu sur l'article 40, là sur la proposition de loi de laquelle on sort du groupe Lyotte. Et là, ça a été quand même un vrai bras de fer avec la majorité et le gouvernement. Là, tout d'un coup, on est passé du président de la commission des finances, à peu près loué par tout le monde. Globalement, c'était à peu près ça, les articles, il y a quelques semaines, au président de la commission des finances, dont on se demande si on ne veut pas sa peau, parce que il n'a pas obéi au doigt et à l'œil à la majorité, qui elle-même obéissait, au gouvernement. On m'accuse d'avoir eu une vision partisane et politique. Je pense que ceux qui ont une vision partisane et politique de l'article 40, c'est ceux qui ont expliqué qu'ils voulaient l'utiliser pour qu'il n'y ait pas de vote. Je vais expliquer un petit bout l'article 40. Vas-y. Il y a une salle qui est destinée à ça, où on trie l'article 40. Elle est juste à côté. C'est là, pour moi, c'est la salle de la censure. Dès que tu fais une proposition, en fin de compte, on te dit ça va coûter des sous. Donc, c'est l'article 40, puisque nous, les députés, on n'a pas le droit de créer de charges, en général. Et donc, paf, tous les amendements, ils se sont retoqués. Si, par exemple, je dis, d'ordre du budget, que je veux qu'il y ait de l'embauche d'accompagnantes d'enfants de situation de handicap, ça passe pas le filtre de l'article 40, on se fait retoquer. Il n'y a que le gouvernement qui peut créer des charges. Il y a une exception, c'est les niches. Alors du coup, il faut expliquer ce que c'est qu'une niche aussi. Les niches, c'est le moment où on a une journée, chaque groupe d'opposition, pour venir présenter des textes de notre choix. Et là, pour qu'il y ait quand même une certaine liberté dans ce qu'on propose, eh bien, il y a une exception. On a le droit de créer des charges lors de cette niche, à condition qu'on dise qu'on le gage sur le tabac, sur le prix des autoroutes ou un certain nombre de choses comme ça. Et donc là, Lyotte, ils ont fait ce qui se fait dans toutes les propositions de loi qui émanent des députés, c'est-à-dire on gage sur le tabac. Même la majorité parfois, enfin majorité comme tu dis avec des guillemets, mais elle fait des propositions de loi. Pas longtemps, le texte bien vieillir. PPL, gagé sur le tabac. Voilà. Là, ça passe. Quand c'était Lyotte ou quand c'est un groupe d'opposition, ça passerait plus. Moi, je pense que l'article 40, il faudra le supprimer. Voilà. Le jour où on changera la Constitution, il faudra le supprimer. Il y a très peu d'endroits où il y a l'article 40. En France, ça a 60 ans. C'est né avec la Ve République. Pourquoi je pense qu'il faut le supprimer ? Parce que ça incarne le déséquilibre entre l'exécutif et le parlementaire. L'exécutif n'en a rien à faire. Il peut présenter les lois qu'il veut, et puis au pire, il augmente les déficits s'il n'y a pas des recettes. Et les parlementaires n'ont pas le droit de le faire. Et même mon prédécesseur, moi j'ai découvert, Éric Woerth, en 2018, a présenté un amendement pour le supprimer. Dire que l'initiative de vraies lois ne sont pas seulement au gouvernement, mais qu'elles sont à l'Assemblée. En fait, ça pose toute la question de l'ambiguïté. On nous dit que le pouvoir législatif est ici. Or, il n'y a pas de pouvoir législatif à l'Assemblée. C'est pas ici que s'initie la loi. Je me suis fait fort d'essayer de trouver, parce qu'il y a quand même des angles. Le droit, c'est les lois, les règles, c'est une matière vivante, en fait, en réalité. Donc, il y a des jurisprudences qui s'installent. Donc, l'article 40, j'essaye, d'essayer de trouver des fois des failles. Et déjà, c'est là où ça a commencé à se tendre un peu. Une proposition de loi sur EDF, sur EDF, pour éviter le démembrement, qui était de Philippe Brun et de Sébastien Jumel, et dans lesquels on avait réinstauré un prix réglementé de l'énergie pour les collectivités, les PME, etc. Moi, j'avais décidé aussi que c'était recevable, parce que juridiquement, rien dans cette proposition disait que c'était l'État qui devait payer. Ça aurait pu être les prestataires, tu vois. Et donc là aussi, on a eu les premiers cris de la majorité disant que je faisais n'importe quoi. Bilan, au Sénat, quand la loi est passée au Sénat, le rapporteur général de la loi, qui est Longuet, pas vraiment un insoumis, c'est moins qu'on puisse dire, et le président de la commission des finances du Sénat ont eu la même analyse que moi. Là, ça a commencé un peu à attendre parce que j'assume de vouloir faire vivre l'initiative parlementaire le maximum. Donc là, si jamais il y a des tarifs réglementés pour les PME et pour les collectivités, ça sera un peu grâce à toi. Ah oui, en partie, ça sera un gros initiateur et le fait que j'ai tenu bon là-dessus. Donc Jumel et Brun, un communiste, un socialiste, et toi qui as tenu bon sur l'article. Et Alma Dufour qui a pas mal bossé, une insoumise, donc c'est parfait pour la NUPES. En fait, depuis 2012, il n'y a plus aucune majorité au gouvernement qui avait interpellé un président de la commission des finances pour déclarer irrecevable une PPL. Plus aucun. Ça s'était perdu, si tu veux. PPL, ça veut dire proposition de loi. Proposition de loi. Projet de loi, ça vient du gouvernement. Proposition de loi, ça vient des députés. Voilà. Et en gros, ce que tu dis, depuis 2012, à chaque fois qu'il y avait une proposition de loi et qu'il y avait des charges à l'intérieur, mais... À partir du moment où c'était gagé, sur le tabac et autres,
plus personne n'intervenait. Là, ils interviennent. Tu as vu le film, je suis un incompétent, je suis un dangereux révolutionnaire qui ne respecte pas l'institution, etc. Très franchement, j'aurais fait la même chose sur une autre initiative parlementaire, même venant de la majorité ou autre. Parce que j'estimais que oui, la jurisprudence permettait ce genre de débat. Bien. Et donc, on a eu des débats avec le rapporteur général, si j'avais bien fait. Et c'est étonnant parce qu'en fait, à un moment donné, ils sont un peu coincés parce qu'ils ne peuvent pas contredire le fait qu'il y a bien une pratique courante qui faisait que ce type de proposition passait la rampe. Et donc, les réponses qu'ils m'ont fait, il y a eu une première réponse qui m'a dit « Oui, mais peuvent passer la rampe, peuvent aller en débat les textes qui, en gros, quelque part, sur lesquels le gouvernement a envoyé un signal. Le signal, ça peut être de ne pas saisir le président de la Commission des finances. Autrement dit, ce qu'ils assument, c'est le fait que tu peux aller en débat à partir du moment où le gouvernement est d'accord. Ce qui est l'inverse de la logique de l'esprit d'une PPL, d'une proposition de loi, qui est le seul moment où ça peut être une initiative parlementaire. Puis après, il y a eu un deuxième argument qu'ils m'ont donné, qui là aussi, en fait, est l'argument de vrai. C'était marrant parce qu'ils parlaient vrai, en me disant qu'en gros, c'est parce qu'on a changé de période par rapport à 2012. Qu'est-ce qui a changé de période? C'est qu'ils sont minoritaires. Et comme ils sont minoritaires, il faudrait changer les règles parce qu'ils sont minoritaires. C'est bien une utilisation partisane et politique de l'article 40 qui a été faite. Qui abîme le plus l'institution? Est-ce que c'est ceux qui mettent l'Assemblée sous le joug de l'Élysée, ou bien c'est ceux qui essayent de la maintenir un peu émancipée, quoi? Tu es mis en cause là comme un contre-pouvoir organisé par l'institution. C'est depuis Sarkozy. 2009, ouais. C'est Sarkozy, on peut le dire, qui a dit, maintenant, le président de la Commission des finances, ça doit pas être dans la majorité, ça doit être dans l'opposition, pour permettre qu'il y ait du débat, qu'il y ait des échanges, Et quelque part, qu'il y ait une séparation des pouvoirs. Parce que c'est le garant du fait que c'est pas le gouvernement qui appuie sur un bouton, comme il a fait là, pour se faire obéir par sa majorité. J'ai fait la liste, moi, des contre-pouvoirs qui sont mis en cause par la Macronie dès qu'ils jouent, en fin de compte, leur rôle de contre-pouvoir. T'as la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui à un moment met en cause les gardes à vue pendant la loi sur les retraites, là, qui dit que les gardes à vue sont faites à des fins répressives. Darmanin lui réplique qu'elle excède ses compétences. T'as celui que t'as invité, Pierre-Louis Bras, le président du Conseil d'orientation des retraites, qui avait dit que les dépenses de retraite ne dérapent pas. Derrière, t'as le gouvernement qui dit que c'est à cause de lui que la loi n'est pas comprise, qu'il y a un manque de pédagogie. T'as par exemple la défenseur des droits qui propose d'expérimenter l'arrêt du contrôle d'identité dans certaines zones, et t'as Macron qui dit qu'elle franchit les limites de l'imbécilité. Et après, ça c'est pour les trucs les plus officiels, mais t'as la Ligue des droits de l'homme, quand à Sainte-Soline, elle dit voilà, le SAMU a pas pu accéder au lieu où il y avait des blessés. Darmanin qui dit que ils font pas leur boulot correctement, qu'on va aller regarder leurs subventions. T'as SOS Racisme quand il dénonce le fait qu'on recense les absents lors de l'Aïd. T'as une réplique de Sarah El Haïry qui dit pareil que SOS Racisme c'est égal à l'extrême droite, ce qui est quand même stupide. T'as même jusqu'à l'UFC Que Choisir, quand ils disent que quand le maire prétend qu'il n'y a pas tant d'inflation que ça, eux ils disent non, c'est pas la réelle inflation, et paf, le maire derrière qui vient dire qu'ils ont une méthodologie malhonnête. En fait, je crois qu'on est dans un temps où, par faiblesse, parce que je pense que c'est une marque de faiblesse, ça, la Macronie met en cause tous les contre-pouvoirs qui peuvent exister en démocratie. Ouais, c'est assez juste. J'avais vu ton raisonnement. Je pense qu'il est assez exact. C'est-à-dire, tu décrédibilises, tu essaies de déstabiliser, voire de remplacer, puisque moi, il parle de ça pour moi, tout ce qui est contre-pouvoir. Voilà. Et or, si on réfléchit bien, le contre-pouvoir, c'est l'essence même de la démocratie. Permettre qu'il y ait des contre-pouvoirs, c'est la possibilité, justement, qu'à un moment donné, les choses... il y a un peu d'huile dans les rouages, parce que sinon, en plus dans le régime très 5e République qui est le nôtre, très présidentiel, il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton et qui se fait obéir, et là c'est la fin de la démocratie. Et malheureusement, dans ce dossier sur l'article 40, parce qu'au final, ils ont quelque part gagné, enfin je pense qu'ils ont perdu sur le fond, mais ils ont gagné. C'est-à-dire que la présidente a fait 3 transgressions, Elle a décidé de rendre irrecevable un amendement qui restituait le texte que j'avais déclaré irrecevable. C'est une première sous la 5e République. Ça s'est jamais fait. Elle a décidé de ne pas me consulter pour les amendements qui ont été mis en séance. C'est une première sous la 5e République. Ça s'est jamais fait. Et troisième chose, même, ça s'est passé presque inaperçu, mais il y avait quand même des amendements qui avaient réussi à être un peu sauvegardés, qui avaient tenté Elliott et d'autres, qui étaient des amendements dits à objectif. Tu sais, c'est un peu symbolique. Tu dis on vote l'objectif de revenir à... L'objectif de revenir à 62 ans. Mais c'est assez vague. Voilà, c'est vague. Même cette annonciation ils ont déclaré ça irrecevable, alors qu'il n'y a pas un exemple, j'ai vérifié avec les administrateurs, où ça a été le cas.
Bon, donc ils ont transgressé partout pour pouvoir imposer leur ligne. Et moi, je suis même inquiet d'ailleurs. Qu'est-ce que vont devenir les prochaines PPL, propositions de loi? Je ne vois pas très bien. Si jamais ils appliquaient ça, moi, je ne le souhaite pas. Je ne vais pas jouer à la vengeance et à tout d'un coup appliquer l'article 40 à tout prix. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais si on suivait leur jurisprudence, en réalité, on empêche tout débat dans les années à venir. Donc, tu es inquiet de quitter ton bureau. Bon, j'imagine que tu t'en fiches, mais la présidence de la Commission des finances, parce que finalement, il y a un risque que la Macronie se choisisse son propre contre-pouvoir et se disent, bon, bah finalement, Coquerel, l'ANUPS et la France Insoumise comme contre-pouvoir, ils nous embêtent un peu avec tous leurs trucs d'évasion fiscale, de lutter sur l'article 40, et on va préférer avoir un républicain ou... Bah écoute, moi, les deux problèmes que ça me poserait, c'est que je pense que ça nous est utile quand même d'avoir un président de la Commission des finances pour tout ce qu'on vient de voir. Bon, premier problème. Puis deuxième problème, c'est aussi pour ce que ça signifierait vis-à-vis de la démocratie parlementaire. Alors j'ai tendance à penser, moi je passe toi, mais l'épisode qu'on vient de connaître, moi j'ai rencontré pas mal de gens dont le premier réflexe n'a pas été de me dire ça il va falloir le construire. Je dis pas que c'est foutu, mais je vais voter pour vous pour que ça change. Le premier réflexe c'était de dire bon, à quoi ça sert, on peut plus quoi. Vous voyez bien, vous essayez, vous n'y arrivez pas. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on pense que les conflits ne peuvent pas se résoudre dans le cadre de la démocratie. Moi, je dis toujours, la démocratie, c'est pas du consensus, c'est du conflit organisé, verbalisé, institutionnalisé. Voilà, et qui permet quand même, à un moment donné, de trouver que quand tu as une majorité, c'est en ça que je pense que Emmanuel Macron a un problème avec la République, parce que quand tu as une majorité dans la population aussi nettement contre un projet, que tu n'as même pas l'Assemblée nationale avec toi, quelqu'un qui est attaché à la question de la République, même s'il est en désaccord sur le plan économique, il finit par céder. C'est Chirac, pour aller vite. C'est-à-dire, à un moment donné, tu dis, bon, je peux pas, quoi, il y a quelque chose. Lui, il y va. Bon. Et là, c'est des points qui s'ajoutent. S'il décidait, entre guillemets, de me remplacer, il faudrait qu'il y ait deux conditions. La première, qu'il trouve une opposition qui accepte de jouer le rôle d'opposition croupion, parce que c'est ça que ça voudrait dire, qui accepte de devenir une opposition au service de la majorité. Pas sûr que ça soit le cas. Et puis la deuxième, c'est qu'il vote. Parce que traditionnellement, bien évidemment, c'est pas la majorité qui choisit son opposition, donc il n'y a que l'opposition qui vote. Bon, ça fait deux grosses lignes rouges où s'ils la franchissaient, d'ailleurs je sais que chez eux, il y a un débat là-dessus actuellement, parce qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent à ça. Je pense que ça sera encore un mauvais coup. Ok, bon, bah écoute, donc on se donne rendez-vous l'an prochain, encore dans ce bureau. D'accord, très bien, super.